uniquement sur Internet ou via la hotline téléphonique. Ça veut dire que si vous aimez le contact avec le conseiller clientèle, ce n'est pas pour vous. Il n'y a actuellement que 3 boutiques en France. Et même si Free annonce en ouvrir d'autres prochainement, pour l'instant, il n'y en a que 3. Quatrième et dernière question, Caroline. Xavier Niel dit que la France comptait jusque-là parmi les pays les plus chers du monde en matière de tarifs de téléphone mobile. Vrai ou faux ? Eh bien, malheureusement, c'est vrai. Regardez cette récente étude européenne. La moyenne nous coûte environ 15 centimes d'euros. On n'est pas les plus chers, mais on est bien au-dessus de la moyenne européenne qui est à 10 centimes d'euros la minute. Alors, les prix ont tendance à baisser ces derniers mois et ça devrait continuer car les opérateurs comptent bien réagir très vite aux annonces de Free. Merci Caroline pour ces explications. En bref, encore 2 informations à propos d'économie. L'agence de notation Fitch, l'une des 3 grandes agences, ne prévoit pas d'abaisser le AAA de la France en 2012. C'est ce qu'a déclaré sa porte-parole aujourd'hui. Et puis les suites du dossier SeaFrance, la SNCF, propriétaire à 100%, annonce qu'elle va proposer 500 emplois aux salariés de la compagnie. Rappelons qu'elle en compte aujourd'hui 880. Dans l'actualité également, ce nouveau cas de violence à l'école qui concerne de très jeunes élèves. Un collégien de 14 ans a été blessé dans son établissement à coups de couteau par l'un de ses camarades âgé de 13 ans et demi. La police évoque 17 estafilades. Une bagarre aurait opposé les 2 adolescents. Cela s'est passé dans les quartiers sud de Marseille. Image signée Nicolas Luizet. Face à cette violence précoce ou au cas d'incivilité, voire de délinquance, les services policiers et les services sociaux sont parfois confrontés à des parents débordés, isolés ou en manque de repères. Depuis quelque temps, des conseils des droits et des devoirs des familles ont été créés dans une trentaine de communes pour tenter d'encadrer ces familles. Comment fonctionne ce dispositif et avec quels résultats? Regardez l'enquête de Sophie Rodier et Julien Babessa. Venez. Pour cette mère de 5 enfants, c'est un premier rendez-vous impressionnant. Mettez-vous à l'aise, enlevez le manteau, etc. Elle est convoquée par le Conseil des droits et devoirs de la famille. L'idée, c'est de savoir comment on peut s'organiser avec vous par rapport à cette situation. C'est à éviter que vous soyez toujours en train de vous soucier de savoir ce que fait Geoffrey. Vous voyez ? Geoffrey, son fils de 15 ans, accumule les absences à l'école. Commerçante, elle travaille 13 heures par jour, 6 jours sur 7. En face, un représentant du préfet, du rectorat, des associations et le maire adjoint qui tente de comprendre pourquoi elle est dépassée par la situation. Nous, on a un peu le sentiment qu'on le voit souvent, notamment autour du centre commercial Marie-Stuart, avec un groupe d'individus, je dirais, qui ne sont pas forcément très recommandables. Est-ce que Geoffrey vous en a parlé ? Oh non. Parce que Geoffrey, c'est quelqu'un, il est toujours à la maison, mais il est influençable, on vient le chercher. Ah. Il n'est pas conscient de ce qu'il fait ou ce qui se passe. Si je lui dis tu rentres, il rentre. Voilà, d'accord. Mais c'est déjà bien. Si. C'est très important qu'il garde encore ce lien d'autorité. Vous l'appelez, il fait ce que vous lui demandez. Ça, c'est très important. Le Conseil n'est pas un tribunal. Il ne prononce pas de sanctions. L'objectif, c'est d'aider cette mère célibataire à reprendre en main l'éducation de son fils. Par ce caractère solennel, c'est bien de montrer que malgré tout, il y a des difficultés qui sont un petit peu plus importantes que la moyenne. Mais il n'y a rien de catastrophique. Et on peut s'en sortir. Ça permet souvent aux parents de sortir de difficultés de souffrance très très fortes, très importantes. ils ont cherché, ils ont trouvé qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Donc oui, on peut me reprocher des choses, oui, bien sûr. Vous avez peur qu'ils deviennent délinquants ? Oui. J'ai peur que mon fils il tombe dans le piège, oui. Ça peut vous aider, la réunion d'aujourd'hui ? Oui, énormément. Parce que là, je sens que je ne suis pas seule. Pour son fils, le Conseil préconise une inscription à un club de foot et du soutien scolaire. Elle n'aura rien à payer, tout est pris en charge par la ville. Mis en place à Orléans en 2007, le Conseil des droits et devoirs a suivi 200 familles. Une aide aux parents, selon la mairie, pas toujours très bien acceptée. Un père attend son tour. Lui aussi est convoqué à cause du comportement de son fils de 15 ans. Mais il n'apprécie pas la méthode. On n'est pas des délinquants. Moi, je suis un père de famille, j'ai une femme qui travaille, moi aussi je travaille. On se bat tous les jours pour travailler, pour payer nos factures, pour payer nos impôts, pour payer tout. Sa présence n'est pas obligatoire, mais s'il ne vient pas, le Conseil peut saisir les services sociaux ou le juge pour enfants. Je vous demande donc de prendre toutes les dispositions nécessaires pour être présenté à ce conseil. Son fils a été exclu du lycée pour indiscipline. Mais pour le père de famille, depuis les choses se sont arrangées. Selon vous, il n'y a plus de problème ? Non, il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas de problème.
Donc moi j'ai quand même du mal à comprendre, c'est-à-dire qu'il est renvoyé d'un endroit, il va dans un autre, et en peu de temps, ça y est, maintenant tout va bien. Il est agité comme tous les enfants. Il ne fait pas quelque chose d'extraordinaire. Non, mais on ne parle pas de choses extraordinaires, sauf que, soyons clairs, tous les enfants sont agités, c'est sûr. Enfin, en classe, l'agitation, elle est plus ou moins contenue, parce que sinon, ça devient un petit peu difficile pour à la fois les professeurs, puis aussi les autres élèves. S'il a le sentiment que le papa, il adhère à ce qu'on est en train de dire, il va suivre. Moi, tout ce qui va apporter du bien à mon fils, je veux bien. Pour son fils, ce sera arts martiaux, soutien scolaire et consultation chez un psychologue. Rien de spectaculaire, mais l'important pour le conseil, c'est de réagir vite. On essaie d'apporter des réponses fines, c'est-à-dire que dans le détail, on prend le temps, ça peut durer 1 heure ou 2 heures, mais on prend le temps d'écouter les parents, d'apporter des réponses appropriées à chaque enfant. Je crois que c'est important. Maintenant, après, madame, vous savez, ça ne dépend pas que de ce conseil. Mais la méthode ne fait pas l'unanimité. Pour cet élu d'opposition, le conseil n'apporte pas de solution durable aux familles en difficulté. C'est très mal vécu par les familles, parce que c'est une remise en question de leur éducation. Je ne suis pas sûr que ça soit vraiment très porteur. Je veux dire, les institutionnels, entre guillemets, se font plaisir, c'est-à-dire qu'ils ont donné comme ça, en disant voilà, il faut que vous fassiez ça, il faut que vous fassiez ça. Mais je ne suis pas sûr que ça soit très efficace à terme. Depuis notre tournage, son fils Jeffrey a repris l'école de manière régulière. Il a décidé de devenir éducateur sportif. Quant à ce père de famille, il s'est engagé à tout faire pour que son fils assiste aux séances de soutien scolaire. La justice et la politique, on l'a appris en toute fin d'après-midi, les comptes de campagne de Nicolas Sarkozy en 2007 vont être saisis et examinés par la justice. Une réquisition a été prise en ce sens à Bordeaux, où est instruit le volet politique de l'affaire Bettencourt. Bonsoir Dominique Verdaillan, vous nous avez rejoint, car ce n'est pas banal. Que cherchent les juges? Un acte d'instruction classique, voilà ce qu'on disait cet après-midi dans les couloirs du palais de justice de Bordeaux à l'équipe de France 2. Alors vous vous souvenez que l'ex-comptable de Liliane Bettencourt a déclaré sur procès verbal avoir été témoin de remise d'enveloppes d'argent à des hommes politiques. Et parmi les visiteurs de la milliardaire, l'ex-comptable citait entre autres Nicolas Sarkozy. Alors le juge bordelais veut donc, j'allais dire simplement, voir si ces accusations de financement occulte ont un début d'existence dans les comptes de campagne de 2007. Ce soir, à l'Élysée, on précise que ces comptes ont été validés par une commission et qu'ils sont publics, donc transparents. Il reste qu'il s'agit quand même d'un acte judiciaire fort qui concerne l'actuel chef de l'État, et ce, à 3 mois d'une nouvelle élection présidentielle. Alors que peut-il se passer dans les prochains jours? Alors, notons d'abord que c'est le même juge qui, en décembre dernier, avait interpellé, vous vous en souvenez, d'une façon assez spectaculaire, le photographe François-Marie Bagné et l'ex-gestionnaire Patrice Demesse. C'est un magistrat discret, mais déterminé, et logiquement, il pourrait entendre très prochainement Éric Woerth, qui était à l'époque trésorier de l'UMP. Merci Dominique pour ces explications. L'actualité à l'étranger, avec 17 ans après, le voile qui est peut-être en train de se lever sur le déclenchement du génocide au Rwanda qui avait fait 800 000 morts, essentiellement des Tutsis. Ce fait déclencheur, vous le savez, avait été l'attentat contre l'avion du président Hutu à Biarimana. Eh bien, des enquêteurs français dépêchés sur place ont établi qu'il aurait été fomenté, cet attentat, par ses propres troupes. Claude Sampère. Le 6 avril 1994, l'avion du président du Rwanda est abattu par 2 missiles près de l'aéroport de Kigali. À bord, le président Juvénal Habyarimana, il appartient à l'ethnie Hutu. À bord également 11 personnes, parmi elles 3 membres d'équipage français, tous morts. Quelques heures plus tard, les alliés du président Hutu déclenchent le génocide des Tutsis du Rwanda, officiellement pour venger la mort de leur chef. En 3 mois, 800 000 Tutsis vont périr, faisant de ce génocide l'un des crimes majeurs du XXe siècle. À l'époque, les Hutus au pouvoir accusent les Tutsis d'avoir abattu l'avion. Pendant des années, le juge Bruguière, qui enquête depuis la France sur l'assassinat du président, va reprendre cette thèse. En 2006, il lance 9 mandats d'arrêt contre les proches du nouveau président du Rwanda, le Tutsi Paul Kagame, ici à droite. Le Rwanda rompt alors ses relations diplomatiques avec la France. En 2008,